Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur des échecs SQL. Donc en fait on va continuer ce qu'on a fait la fois passée. Donc la fois passée on avait vu l'aspect théorique. Ici on va voir un exemple pratique. Donc le but du jour ça va être en fait d'afficher à la place des articles ici des noms d'utilisateurs et des mots de passe contenus dans ADB auxquels on n'a pas accès pour l'instant, mais on va voir que voilà on peut grâce à l'injection y avoir accès. Et c'est ce qu'on va voir donc tout de suite maintenant. Donc alors voilà, on va donc refaire notre injection. Alors pour ce faire, on va utiliser donc un opérateur qui a été introduit dans MySQL 5 qui s'appelle union. Alors qu'est-ce qu'union? Union permet grosso modo d'unir le résultat de deux requêtes. Donc on prend une première requête et on combine les résultats à une deuxième requête. La seule condition, et ça il faut absolument que ce soit respecté, c'est que les deux requêtes doivent renvoyer le même nombre de chats. Donc ici on voit que voilà, ça renvoie 4 chats. Bah, la seconde requête qu'on va faire va devoir aussi renvoyer 4 chats. Absolument. Si on essaie d'en renvoyer 3, 5, 6 ou enfin un nombre différent de 4, ça n'ira pas, ça plotera. Donc on va tout de suite vérifier ça. Donc bon, je vais pas réexpliquer le concept des injections. Si vous n'avez pas vu, regardez la vidéo précédente, je vous mettrai le lien dans la description ou ici. Donc voilà, donc on va faire notre injection. Donc hop, notre guillemets pour fermer notre chaîne, union, select, et on n'oublie pas notre commentaire. Voilà. Et là on a une erreur, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait là on a donc sélectionné 4 colonnes, sauf qu'ici on a sélectionné qu'une seule colonne. Et ça, bah, le LGBD n'aime pas, parce que bon, Union doit avoir le même nombre de colonnes de la première requête que de la seconde. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver le nombre de chats. Alors, soit on y va donc en brute forçant, c'est-à-dire en essayant 1, 2, 3, 4, 5, et ouais, ici ça irait assez vite. Mais supposons par exemple qu'on sélectionnerait, je sais pas moi, 50 chats, bah, ça irait peut-être enfin ce sera un peu plus lent. Un moyen donc de trouver le nombre de chats de manière plus ou moins rapide, c'est d'utiliser order by. Alors order by, grosso modo, c'est un opérateur aussi qui permet de trier donc les résultats sur, alors, vous lui précisez en fait un nom de colonne. Donc par exemple ici on va je sais pas moi trier, hop, ici on va dire order by, je sais pas moi sur, allez on va dire sur le contenu. Donc en gros ça va trier nos résultats selon le contenu. Donc en gros vous voyez ici que ça, enfin, les articles sont triés selon le contenu par ordre alphabétique. Et order by permet aussi, ça qui est bien, c'est qu'on peut aussi trier selon en fait un index de colonne. Donc on va dire voilà, trie-moi ça, trie-moi les résultats sur la troisième colonne. Donc logiquement ici vous voyez que 1900, enfin la troisième colonne ici c'est année, et vous voyez que bon 1977, puis 1983, puis 1980. Donc c'est pas dans l'ordre d'année quoi. Donc ici on va trier. Hop, voilà. Et vous voyez bien que donc là, on a bien trié par ordre d'année les différents films. Le truc, c'est que si jamais on lui demande de faire par order by, je sais pas moi, la colonne 10, donc la colonne 10, là par contre, il va nous renvoyer une erreur. Pourquoi? Parce qu'il va nous dire, ok, t'es bien gentil, mais il n'y a pas de colonne numéro 10. Donc, nous, en tant que hacker, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sait que, bon, ok, il n'y a pas 10 colonnes ou plus. Il y a moins de 10 colonnes, on ne sait pas exactement combien, mais on sait qu'il n'y a pas 10 colonnes ou plus. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va couper simplement la part en deux. Donc voilà, on sait qu'il n'y a pas de 10 colonnes, qu'il y en a moins, donc on va essayer 5. Voilà, toujours une erreur, donc là on sait qu'il n'y a toujours pas, donc il n'y a pas plus de 5 colonnes, il y en a moins, mais on sait toujours pas combien. Puis on va essayer, je sais pas moi, 3 temps. Ben, on a essayé tantôt, mais bon, on va le refaire, hop, 3. Et là ça marche, donc on sait qu'il y a au moins 3 colonnes, ou plus. Donc on a essayé 5, ça ne marche pas, on a essayé 3, ça marche, donc qu'est-ce qu'on va essayer maintenant? 4. Hop. Et là ça marche aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Si 4 ça marche, mais que 5 ça plante, c'est qu'il y a grosso modo 4 colonnes qui sont renvoyées. Donc ça on va le vérifier tout de suite. Hop. Union, select.
Alors vous voyez ici, je mets en fait des noms. On n'est pas forcément obligé de mettre des noms de colonnes réels, on peut mettre des noms fictifs. Si on met des chaînes de caractères, il faut évidemment les entourer de guillemets, mais on peut aussi nommer les colonnes avec des nombres. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de guillemets. D'où l'avantage de, voilà, qu'on fasse des nombres, comme on l'a vu la fois passée. Donc, hop, par exemple, hein, l'ID, enfin les nombres apportent peu, hein, du moment qu'il y a une I4, c'est surtout ça l'important. Voilà. Et là, vous devez remarquer un truc étrange, c'est que bon, non seulement on a nos articles habituels, mais surtout on a un article en plus qui est venu s'ajouter ici. Et vous voyez que 4, 5, 6, 7, 8, 9, 555, ce sont grosso modo les valeurs qu'on a mises ici. Voilà. Donc ça en fait c'est le résultat de notre seconde requête. Alors ici bon c'est pas très dérangeant parce qu'on en a que 3, mais supposons qu'on aurait je sais pas moi 50 articles, ça serait peut-être embêtant d'avoir ces articles là. Donc une solution pour se débarrasser de ces articles là et de n'avoir que ça, c'est de faire en sorte que cette requête-ci, donc celle-ci ne renvoie aucun résultat. Et donc en gros on aurait juste les résultats de cette requête-ci. C'est ce qu'on va faire. Je vais reprendre. Bon, cette fois-ci je vais mettre au lieu 3, 4, 1. Et là on va taper genre n'importe quoi. Parce que comme ça en fait on est sûr que donc aucun article ne finira par cette chaîne là. Hein. Donc ça ne renverra aucun résultat. Et donc qu'est-ce qui se passera, c'est qu'on aura tout simplement uniquement les résultats de cette requête-ci. Et donc notre fameux article 2, 3, 4. Maintenant, bon, ok, c'est bien, on a fait une seconde requête, mais ce qu'on aimerait bien, nous, c'est sectionner des informations d'une table. Sauf qu'on ne connaît pas encore les tables. Donc ça, il va falloir soit essayer de deviner des noms de tables, voilà, c'est possible à faire, hein. Soit il y a moyen d'afficher en fait la liste des tables, parce qu'en gros, la plupart des GBD ont une base de données un peu spéciale qui s'appelle information schéma, et qui contient en fait les infos de différentes tables et colonnes et de tout le tralala. Donc en gros, on a toutes les infos concernant toutes les DB, toutes les tables, toutes les colonnes des tables, etc. Donc ce qui nous intéresse nous particulièrement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'interroger une table de cette base de données là pour afficher en fait la liste des tables. Cette table s'appelle table. Oui, je sais, bon voilà, c'est comme ça. Donc on va déjà commencer, hein. Donc c'est alors quand on affiche une table d'une autre base de données, grosso modo ce qu'il faut faire c'est mettre le nom de la base de données, donc ici c'est information underscore schéma, point le nom de la table. Ici, le nom de la table s'appelle table au pluriel et en majuscule. Voilà, donc là on n'a toujours rien parce qu'en fait on n'a toujours pas demandé ici d'afficher des colonnes bien précises. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est, hop, je sais pas, on va remplacer par exemple ici le 2, le 2 ce sera cette valeur-ci. Alors le nom de la table est stocké dans le champ table name. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se tape en fait toutes les tables de tous les noms de toutes les tables, de toutes les DB. Et comme vous voyez, il y en a beaucoup. Donc en gros, même les informations schéma, on se tape aussi tous les noms des tables. Donc nous, c'est pas tellement, enfin, si c'est ce qu'on veut, mais pas forcément de toutes les bases de données. On voudrait surtout les noms des tables de la base de données courante. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va rajouter une condition pour dire, ok, mais je veux uniquement. Alors, le nom de la DB, alors, le nom de la DB est stocké dans table schéma. Donc, on va dire uniquement quand table schéma est égal à la base de données courante. Alors, vu qu'on on ne la connaît pas, on pourrait aussi l'afficher, mais MySQL possède une fonction en fait qui permet de retourner le nom de la DB courante. Donc, on va l'utiliser. Hein. Et ce nom cette fonction, c'est database avec hop, des parenthèses pour dire que c'est une fonction. Voilà. Et donc là, on obtient juste uniquement les tables pardon, de notre DB. Donc uniquement deux tables ici, article et user.
Et vous doutez que la table qui nous intéresse ici, c'est user. Donc maintenant qu'on a le nom de la table, il nous faut surtout le nom des colonnes. Alors, même chose, il y a une table dans l'information schéma qui stocke toutes les informations relatives aux colonnes. Et cette table s'appelle colonne. Et ici, ce n'est plus table name, mais colonne name. Alors, même chose, on a en fait toutes les colonnes de toutes les tables de notre DB. Bon, alors ici, c'est pas très dérangeant parce qu'on en a que 5 ou 6, mais supposons qu'on ait des centaines de colonnes, ce serait un peu bon, oui, ce sera un peu dérangeant dans ces cas-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va étoffer notre condition et lui dire, ok, mais je veux donc toutes les informations relatives aux colonnes de cette DB là, mais aussi de cette table là. Donc en fait, on va rajouter une condition, ici, end, et on va dire echo table name est égal à donc la table qui nous intéresse. Donc ici, c'est user. Hop, voilà, user. Et là, donc, on obtient les colonnes de la table user uniquement. Donc la table qui nous intéresse. Donc on possède le nom de des tables, on possède les colonnes, on possède le nombre de champs qu'il faut renvoyer dans la seconde requête. Donc en gros, on a toutes les informations pour faire notre injection SQL. Donc on va finaliser tout ça, on va effacer tout ça. Ici, on sait que c'est user. Et ici, on va remplacer par exemple le 2 par username, qui est donc le nom du champ contenant le login, et password, qui est le nom du champ contenant le password. Alors ici, oui, j'ai mis un nom donc classique. Maintenant, encore une fois, ça ne sera pas forcément password. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'afficher les infos via information schéma. C'est que vous n'aurez pas toujours un nom aussi courant que password ou username. Ah bon, ici c'est le cas. Donc hop, password. Et si on tape sur Enter, qu'est-ce qu'on a? Nous avons nos logins et nos mots de passe. Donc voilà, ça c'est un exemple d'injection SQL assez classique. Pour info, c'est ce que font grosso modo des programmes comme Avige ou SQL Map. Quand ils exploitent des injections SQL, c'est comme ça qu'ils font. Enfin, en majeure partie en tout cas. Donc voilà, donc ici en fait on a fait la même chose, sauf qu'on l'a fait via un navigateur, donc sans vraiment utiliser d'outils quelconques ou quoi. On a juste utilisé notre petit moteur de recherche qui était mis en place par le développeur, mais qui était vulnérable. Et donc voilà, comme vous voyez, on a pu réussir donc à obtenir nos logins et nos mots de passe. Voilà, donc on verra dans la prochaine vidéo un autre exemple d'Ajax SQL, où là, vous verrez que ce sera un petit peu plus compliqué d'afficher nos informations, parce que en gros, le truc c'est qu'on ne verra pas les infos. Mais bon, ça on le verra dans la prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, voilà, si vous avez des questions ou s'il y a encore des zones d'ombre ou quoi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.